Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être aussi nombreux. Je suis Marie Drucker, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette journée très importante à l'initiative de Sanofi Espoir. Importante car, vous le savez, elle porte en elle une ambition essentielle, celle de voir travailler ensemble tous les acteurs de l'accompagnement en santé, mais pas seulement, on va le voir justement aujourd'hui, autour des personnes les plus vulnérables en France, de permettre une meilleure coordination, parce que je crois que nous sommes tous ici convaincus qu'une approche plus globale de l'aide aux personnes vulnérables, au premier rang desquelles les femmes et les enfants, serait déjà une avancée majeure. Et c'est pour cela que nous avons réuni aujourd'hui dans cet auditorium. Vous m'entendez ? Parce que moi je m'entends très bien d'un coup là. Nous avons réuni tous les acteurs majeurs de l'éducation, de la santé, du logement pour illustrer l'interconnexion des domaines d'action. C'est aussi pourquoi, je vous le rappelle, depuis 6 mois, les associations travaillent ensemble sur 6 thématiques. Alors non seulement elles ont accepté de jouer le jeu de la co-construction, c'est le mot qui convient, et dès l'instant où elles ont pu se rendre compte par elles-mêmes, à travers ce travail, des effets positifs, elles ont été aussi convaincues que c'est ainsi sans doute que nous pourrons améliorer l'efficacité des actions en décloisonnant justement ce travail de terrain. Tout ce travail mené depuis des mois va faire l'objet d'un livre blanc qui sera remis au pouvoir public et nous l'espérons peut-être conduira à la création d'un institut des vulnérabilités que la Fondation Sanofi Espoir appelle de ses voeux et pourquoi pas un ministère du développement social qui sait, comme le Paraguay vient de l'annoncer, qui est une espèce de supra-ministère qui regroupe différents ministères et secrétariats d'État. Cette journée s'intitule « Vulnérabilité » au pluriel et parcours de vie en France. Il faut que vous sachiez quel est l'aboutissement de 8 années de travail, 8 ans de travail de la Fondation Sanofi Espoir. C'est un travail colossal qui a été mené par toutes les associations, les partenaires, toutes les forces vives de la Fondation elle-même. Et nous souhaitons aujourd'hui qu'elle soit une rampe de lancement, pour reprendre les mots de Xavier Darcos, pour la mise en place de projets dont le périmètre va justement être défini et co-construit aujourd'hui avec vous et tous les participants à cette journée. On est passé du terme de pauvreté à celui de vulnérabilité qui induit justement cette approche multidisciplinaire qui va de la santé au logement en passant par l'éducation, etc. Et cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer porte justement sur cette approche plus globale. Alors autour de moi, j'ai fait une introduction un peu longue, mais parce que nous étions convenus tous ensemble de rappeler les grands enjeux de cette journée importante. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, merci beaucoup d'être avec nous. Les épreuves du bac se passent bien ? Oui, jusqu'à présent. Bon, alors tout va bien. Le docteur Isabelle Chavin-Gibert, bonjour. Vous êtes responsable du département précarité de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Bonjour. Merci d'être avec nous. Benoît Apparu, président du directoire d'INIC, un groupe immobilier, voilà, un groupe qui fait pas mal de logements intermédiaires. Ancien ministre délégué au logement, c'est important que vous soyez avec nous aussi. Le sociologue Alain Ehrenberg, directeur de recherche émérite au CNRS. Avec vous, on va prendre un peu de hauteur à travers l'histoire, une approche sociologique et sociétale. Et Xavier Darcos, je termine par vous parce que j'aimerais que vous introduisiez ce rendez-vous. Président de la Fondation Sanofi Espoir, ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien ministre du Travail, des Relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Xavier Darcos, l'intitulé de cette journée, je le rappelais, vulnérabilité au pluriel et parcours de vie en France. Pourquoi avoir rapproché les deux ? Je crois que tout le monde a... Ça marche ? Ça marche. Tout le monde a constaté dès ce matin, la première évidence, c'est que les modèles anciens, les modèles classiques de l'intervention sociale, c'est-à-dire chacun son secteur, ne fonctionnent plus, pour des raisons qui sont liées évidemment à l'évolution de la société elle-même, à l'apparition des problèmes sociaux dans les politiques publiques. On va le voir d'ailleurs avec Jean-Michel Blanquer, que je remercie très chaleureusement de sa présence, parce que je sais son agenda. De voir que le ministère de l'Éducation nationale est totalement pris maintenant dans des réflexions sur le social. Et donc, ce décloisonnement, il n'est pas idéologique, il n'est pas théorique, il est dicté par la nécessité. Or, le vulnérable, celui qui a passé par ces parcours de vulnérabilité, quelles que soient les raisons qui le mettent vers cette fragilité, lui, il ne connaît pas les étapes, il ne connaît pas le fil, il ne connaît pas le chemin. Et il est confronté à une succession de courses de haies dont il ne voit pas l'issue et dont il ne connaît pas les éléments moteurs. Et donc, l'action financière
et l'ensemble des acteurs doivent se mettre ensemble. C'est ce que nous avons voulu ici. C'est pour cela que je l'ai dit pour le ministre. Nous avons ce matin entendu un compte-rendu d'un sondage CSA que nous avions commandé pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Je pense que M. Ehrenberg en parlera. Où il apparaît très clairement d'ailleurs que entre ce que pense l'opinion des vulnérables et ceux qui se considèrent comme vulnérables, il y a un écart considérable. Cet écart, ce creux-là, ce manque, ce négatif, c'est exactement la raison pour laquelle nous voulons travailler, parce que c'est ce qui fait sens pour la lutte contre la vulnérabilité. Créer un lien entre ceux qui sont vraiment vulnérables et ceux qui portent sur la vulnérabilité, un jugement qui au fond est inexact. Xavier Darcos, un mot encore avant de donner la parole à Jean-Michel Blanquer. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils apporter une réponse globale alors même que les ministères sont divisés, chacun est dans sa... J'ai vu que vous aviez annoncé que Jean-Michel Blanquer serait bientôt ministre de l'Éducation nationale et du décloisonnement social, si j'ai bien compris. Je crois que, autant que je sache, mais peut-être Benoît Barru pourra compléter, je crois que tout gouvernement a conscience que les ministères sociaux doivent travailler de pair. Et d'ailleurs, il y a des réunions interministérielles, il y a des conseillers auprès du Premier ministre et du Président de la République qui réunissent les acteurs sociaux. Mais sans aucun doute qu'on ne pourra pas avoir éternellement quelqu'un qui s'occupe du social stricto sensu, qui est généralement rattaché au ministère du Travail, et quelqu'un qui s'occupe de la santé, et quelqu'un qui s'occupe de l'éducation, sans qu'ensemble ils définissent des stratégies. Ça me paraît aller de soi, et je crois que d'ailleurs tout le monde en est d'accord. Après, c'est une question de politique générale qui me dépasse un peu. Je rebondis tout de suite sur ce que vous venez de dire, Xavier Darcos. L'école et la santé, probablement deux piliers majeurs des territoires. Il y a ce que l'on appelle les déterminants de santé, c'est-à-dire tous les autres facteurs qui interviennent dans l'amélioration de la santé, mais qui ne relèvent pas directement de la médecine, comme le logement, l'insertion professionnelle et l'éducation. Jean-Michel Blanquer, Monsieur le Ministre, comment votre ministère, justement, travaille-t-il en collaboration avec les autres secteurs ? Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Il est évident qu'il y a nécessité de travailler à plusieurs, et notamment à l'échelle des territoires, parce que je vais répondre directement à la question sous l'angle national, mais ce qui est très important, c'est ce qui se passe à l'échelle locale. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, les maires jouent un rôle très important comme ensembliers des différentes interventions publiques pour leur donner un caractère cohérent. À l'échelle nationale, on doit d'abord avoir une vision globale de l'enfant. Ça doit partir d'un diagnostic et d'une vision sur l'enfant. Et par exemple, la question du temps et de l'espace de l'enfant me paraissent être les points de départ de toute réflexion sur ce sujet. Or, en France, nous avons tendance à cloisonner nos approches et parfois avoir même une excellente approche sous-ensemble par sous-ensemble, mais c'est l'addition de cela qui donne quelque chose de non réussi. L'exemple typique, c'est l'activité scolaire, l'activité périscolaire, et ce qui se passe aussi pendant les vacances. En réalité, par exemple, si on prend le temps scolaire, c'est une toute petite partie de la vie de l'enfant. Si on enlève le temps de sommeil, le temps en famille, le temps à jouer, et on doit avoir une analyse de ce qui se passe pour les enfants sur ces sujets, et a fortiori lorsqu'ils sont dans des milieux sociaux défavorisés, dans des circonstances qui les rendent vulnérables. Et donc on doit partager ces analyses. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et d'ailleurs, demain, il se trouve que j'aurai à parler de ça, puisque je parlerai du plan mercredi, c'est-à-dire de ce qui se passe le mercredi pour les enfants, et comment nous allons travailler avec le ministère de la Culture, le ministère des Sports, le ministère des Affaires sociales et les communes pour avoir une offre publique sur ce qui se passe le mercredi pour tous les enfants, notamment les enfants les plus défavorisés. Donc on doit avoir cette vision d'ensemble, et ça commence par une vision du temps. Il y a la question de l'espace, évidemment, et là aussi avec les enjeux spécifiques de la France d'aujourd'hui, parce que les espaces sont différents, on y viendra peut-être. Et puis après, il y a les actions concrètes, une fois qu'on a développé ces visions. Alors, je pourrais vous donner plusieurs exemples, mais j'en donne déjà un, et qui est important pour le cadre qui est le nôtre aujourd'hui, la visite médicale avant 6 ans. Normalement, c'est légal, tous les enfants de France doivent avoir fait, dans le cadre scolaire, une visite médicale avant l'âge de 6 ans. Dans les faits, ça ne se réalise pas. C'est moins de 50% des enfants qui bénéficient de cette visite médicale. Pourquoi elle est importante ? Elle est fondamentale, parce que ce que l'on détecte tôt permettra d'apporter des remèdes tôt. Or, sur le plan médical comme sur le plan éducatif, énormément de choses se jouent avant 7 ans. Et ce qu'on fait à ce moment-là peut être décisif pour la suite. Alors l'exemple le plus typique,
Et le plus important sur le plan quantitatif, c'est l'ouïe et la vue. Vous pouvez avoir des enfants en échec scolaire parce qu'on n'a pas détecté tout simplement un problème de vision suffisamment tôt ou un problème d'ouïe. C'est tout simple, mais c'est très important. Et donc, nous nous sommes dit avec Agnès Buzyn que déjà notre premier objectif, c'est pas le seul, nous travaillons sur beaucoup de sujets avec elle, mais déjà premier objectif, faire vraiment pour 100% des enfants la visite médicale à 6 ans. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire, puisque dès que... Justement, comment allez-vous faire? Là, dans le cas présent, si vous voulez, c'est la réponse classique à ce problème, c'est de dire on ne peut pas faire mieux puisque nous n'avons pas assez de médecins scolaires. Et aujourd'hui, par exemple, moi, en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'ai suffisamment de support, j'ai suffisamment de moyens pour avoir des médecins scolaires, donc c'est pas un problème d'argent. Enfin, en tout cas, pas complètement un problème d'argent, mais j'ai tout simplement pas de médecin volontaire pour devenir médecin scolaire. Alors vous me direz, si j'ai payé 3 fois plus, peut-être que j'en aurais. Mais donc c'est quand même à la fin un peu un problème d'argent. Mais quand même, le sujet est surtout un sujet d'avoir assez de médecins pour s'occuper de ça. Donc la solution la solution porte sur plusieurs points, sans rentrer dans tous les détails. C'est notamment d'associer la médecine civile, la médecine de ville, à la médecine scolaire. Donc en clair, des médecins de ville qui vont contribuer à la visite médicale 6 ans au cours des prochaines années. Les progrès sociaux et éducatifs que nous en attendons sont très importants. Quand nous avons préparé cette table ronde, on s'est parlé. Vous avez beaucoup insisté sur cette nécessité de prendre les choses à bras-le-corps de façon très très précoce. Mais quid de ceux qui sont déjà en situation de très grande vulnérabilité, qui n'ont pas moins de 6 ans, mais qui ont 16 ans, 17 ans Qu'est-ce qu'on fait pour cela? Alors, beaucoup de choses là aussi. Néanmoins, quand même, j'insiste sur le point. Si demain, nous sommes très bons sur tout ce qui se passe avant 8 ans, évidemment qu'on aura déjà résolu une bonne partie des problèmes. Parce que j'essaye un peu, parce que tout est important, évidemment. Mais enfin, disons jusqu'au CE1, c'est ça. C'est pour ça que la mesure de division des classes par 2 en CP et en CE1 est fondamentale. Elle va toucher 320 000 enfants à partir de 2019. Elle va en toucher près de 200 000 à la rentrée prochaine. Donc c'est une mesure considérable qui cible les enfants les plus défavorisés. La scolarité obligatoire à 3 ans à partir de septembre 2019, c'est une mesure qui est extrêmement importante. C'est 25 000 enfants par an qui vont désormais aller à l'école maternelle alors qu'ils n'y vont pas aujourd'hui. Et l'autre jour, j'étais dans une partie très rurale de la France, dans l'Orne, où on me parlait d'enfants comme ça qui sont dans une ferme éloignée, que personne ne fait attention à eux, personne finalement ne connaît vraiment leur existence. Ils arrivent à l'école à 6 ans, c'est déjà très tard pour remédier à bien des choses, y compris des sujets éventuellement de santé. Donc quand même, j'insiste beaucoup là-dessus. Ensuite, sur ceux qui sont plus âgés, il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'il y a une approche un peu différente selon les âges, avant la fin de la scolarité obligatoire, donc avant 16 ans et après. S'agissant des adolescents et de tout ce qui se passe au collège, on a quand même une vraie stratégie sur cette question. Cette année, on a monté l'opération Devoirs faits, là aussi qui n'est pas anecdotique, puisqu'elle permet d'offrir du soutien scolaire gratuit à tous les collégiens de tous les milieux sociaux, en ciblant particulièrement les plus en difficulté. Et c'est l'occasion, c'est pas seulement le fait de faire les devoirs au collège, ce qui est déjà quelque chose d'important, mais c'est toute la relation nouvelle qu'on installe entre la famille et le collège qui est très importante. Et j'étais dans plusieurs collèges de réseaux d'éducation prioritaire ces derniers temps qui l'ont réalisé. C'est vraiment une diminution de la vulnérabilité qui se passe dans ces cas-là. Ensuite, je pense que alors, je peux parler 3 heures sur ça, mais on profite de vous, pardon, parce que non, mais c'est des questions très importantes pour nous aujourd'hui. Les formules, un des leviers, puisqu'il n'y aura jamais la formule, il n'y aura jamais la solution, mais une série de leviers. L'un des leviers, c'est quand même les formules d'internat. Moi, j'y crois beaucoup. On prépare un plan internat qui sera prêt, je pense, pour le mois de septembre. Toutes les formes. Mais je crois que les formules qui permettent d'avoir une vision globale du temps de l'enfant, parce que la question du temps de sommeil, la question de donner un cadre de vie, la question d'offrir des opportunités de sport, de découverte de la nature, d'ouverture culturelle, toutes ces questions sont fondamentales et encore une fois, elles sont globales. Et c'est vrai que les formules d'internat permettent des choses. Elles permettent au passage d'ailleurs d'avoir aussi une approche d'un des grands problèmes français actuels, qui est le problème de la ruralité en déshérence. Je pense qu'on doit en quelque sorte repeupler la France, réhabiter la France plus exactement, et que parfois on peut faire de deux
problème, je mets des guillemets, une solution, parce que je pense que ni la jeunesse ni la ruralité ne sont des problèmes, ce sont des chances que nous avons, ce sont des atouts que nous avons. Mais quand on met ensemble ces deux sujets, on peut arriver à une série de projets qu'on va avoir et qui vont permettre d'avoir cette vision un peu volontariste de la lutte contre la vulnérabilité. Vous parlez des territoires, justement, la manière de concevoir l'aide sociale depuis l'établissement scolaire, ça vous semble être important ? Oui, c'est très important, parce que souvent l'école ou le collège, voire le lycée, sont le seul service public, disons, encore tonique dans un territoire donné. Et donc, il est tout à fait normal, là aussi, d'avoir une vision globale depuis l'établissement. Donc, je suis favorable à des expérimentations qui, d'ailleurs, auront lieu, permettant de donner au chef d'établissement un certain nombre de leviers sociaux sur son environnement. Donc, je pense qu'on doit avoir des réflexions sur ce sujet, parce que vous savez, il y a deux choses qui contribuent à la réussite d'un système scolaire plus que tout autre. Pas seulement ces deux-là, mais d'abord ces deux-là. La formation des professeurs, autre sujet qui peut évidemment avoir un impact sur notre thème aujourd'hui. Mais deuxièmement, la relation parents-établissement. Et nous devons, c'est pas un point fort français, la relation parents-établissement, c'est quelque chose qui doit changer dans les temps à venir. Et parmi les éléments de cette relation, il y a d'abord des choses que l'on va faire, par exemple à partir de septembre, ce qu'on appelle la mallette des parents, qui est d'ailleurs quelque chose qui avait commencé sous Xavier Darcos, mais auquel on est en train de donner une ampleur plus importante. Quantitativement, on va consister à avoir des réunions en petits comités avec les parents pour accompagner la parentalité. Et au-delà de cette opération-là, qui est déjà importante, c'est comment est-ce qu'un chef d'établissement peut, en lien avec les administrations sociales, avoir un impact sur ce qui se passe pour la famille. Par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur le Ministre, alors de mon expérience, je suis assez impliquée dans des associations, notamment je vais beaucoup dans les établissements de ZEP, etc., depuis de nombreuses années. Et ce que je remarque, en fait, c'est que certaines familles sont tellement éloignées de l'établissement scolaire de leurs enfants. C'est-à-dire que certaines familles dont le père et la mère ne parlent pas français, ne regardent évidemment pas ce qu'il y a dans les cahiers, refusent, pour plein de raisons, parfois par honte aussi, refusent d'entrer dans l'établissement scolaire quand il y a des rendez-vous. Comment on rétablit, ou on établit même simplement, ce lien entre les familles et l'école, dans les zones les plus défavorisées ? Alors, justement, déjà en ne le perdant pas, parce que souvent ce lien il existe à l'âge de l'école maternelle et de l'école élémentaire, donc déjà il doit se créer et se renforcer à ce moment-là, et ne pas se perdre au moment du collège. Et là, c'est aussi un des enjeux du lien CM2-6e, que de maintenir puisque c'est un nouvel établissement, une nouvelle réalité, moins familière, et elle peut poser problème. Ensuite, quoi qu'il en soit de la résolution de ce sujet-là, il y a la capacité à monter des modes de communication différents de ceux que nous avons aujourd'hui. Par exemple, je viens de vous parler de la mallette des parents, qui va être un outil majeur. C'est l'inverse de la réunion parents-prof du mois de septembre. C'est presque le contraire. C'est-à-dire, c'est pas un prof devant une assemblée de parents en train de leur expliquer tout un tas de choses, mais c'est vraiment un vrai dialogue en petit comité, éventuellement qu'un parent ou un couple de parents, ou en tout cas 5 ou 6 parents qui peuvent donc vraiment dialoguer, et avec en plus une méthodologie pour leur faire sentir qu'ils sont chez eux quand ils sont dans l'établissement. Et donc c'est un des points très importants de la stratégie d'inclusion que l'on a pour les temps à venir. Isabelle Chabin-Gibert, je rappelle que vous êtes responsable du département précarité de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Que signifie pour vous l'approche globale de la personne ? Parce que c'est ça finalement, on répète beaucoup ce mot d'approche globale depuis le début de ce rendez-vous aujourd'hui. Mais de votre point de vue à l'Agence régionale de santé ? Alors idéalement, ce qu'on appelle... Vous demandez par un tout petit peu plus fort, Isabelle. Idéalement, vous m'entendez ? Voilà. C'est le fait de pouvoir accompagner une personne dans l'ensemble des composantes de ce qui fait sa vie, c'est-à-dire aussi bien sur les conditions matérielles de son existence, le logement, le confort du logement, etc. Mais c'est aussi sur le fait qu'elle puisse s'intégrer dans un réseau d'aide, et c'est aussi le fait de pouvoir l'aider à prendre ses propres décisions. Alors ça, c'est idéalement, et quand on regarde un peu plus près au niveau des populations qui sont les plus démunies, eh bien, on se rend compte que l'approche globale, c'est déjà au moins d'essayer d'articuler nos actions pour faire en sorte qu'on puisse maintenir dans un minimum de cohérence de parcours de santé les personnes et qu'on puisse répondre à un minimum
un minimum à leurs besoins fondamentaux. Et je vais vous donner quelques exemples. C'est par exemple permettre à une famille qui est logée dans un hôtel, qui a eu la chance d'avoir une place en hôtel, mais qui ne peut pas faire de cuisine dans cette chambre d'hôtel, c'est de pouvoir accéder à une sécurité alimentaire. On s'est rendu compte par l'enquête en femmes, qui a été conduite comme ça auprès d'un certain nombre de familles hébergées à l'hôtel, que près de 2 enfants sur 3 et 8 familles sur 10 étaient en carence alimentaire avec des anémies clairement objectivées par prise de sang. Donc au moins assurer un accès à la sécurité alimentaire quand on a eu la chance d'avoir un accès à un hébergement. C'est aussi permettre un minimum de stabilisation de l'hébergement quand par exemple les femmes sont enceintes pendant la grossesse ou et jusqu'aux 3 mois de vie du nouveau-né, une stabilisation de l'hébergement pour permettre un suivi gynécologique. C'est aussi le fait de préparer, d'anticiper toute une sortie qui va être difficile de patients au moment d'une sortie de fin d'hospitalisation, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de relais prévu en ville. Voilà. Donc, on voit bien que aujourd'hui, cette question de l'approche globale, c'est vraiment déjà au moins commencer à concerter et articuler nos actions. Et je voudrais rajouter quelque chose. L'approche globale, ce n'est pas uniquement d'intervenir, d'accompagner une personne dans son lieu de vie, dans son lieu de vie, c'est aussi de se préoccuper des personnes qui l'entourent et qui peuvent être elles-mêmes en souffrance. Et par exemple, un père qui a été séparé de sa femme et de leur bébé tout simplement parce que elle seule a pu trouver une place, enfin la femme et le bébé ont pu trouver une place dans un foyer, et il faut aider le père à retrouver sa place de père dans l'accompagnement qui sera fait de la maman. Ou un autre exemple encore, c'est le bébé qui est endormi dans les bras de sa maman et qui est tout calme pendant l'entretien. Et en fait, ça peut cacher cette apparence de calme et d'endormissement, peut tout simplement cacher une véritable détresse psychique du nourrisson. Et donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut qu'on ait en tête quand on commence à parler d'accompagnement global. Alors justement, comment une structure de santé comme la vôtre, je rappelle que vous êtes médecin en santé publique, s'articule-t-elle avec des institutions publiques du domaine du logement, de l'insertion professionnelle, enfin tous les autres domaines dont les questions que vous venez d'évoquer relèvent? Alors il faut voir que l'agence a inscrit, mais c'est comme toutes les autres agences régionales de santé, et c'était déjà le cas aussi lors de son premier programme régional de santé. L'agence a inscrit comme orientation dans son projet régional de santé, le nouveau, là, qui est en cours de consultation. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de l'agence et donner votre avis encore jusqu'au 22 juin prochain. Il reste quelques jours. A inscrit comme orientation importante la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, tout le monde est à l'aise, ou je définis un peu ce que c'est. Allez-y, allez-y. Voilà. Et bien, ça veut tout simplement dire que, parce que de l'endroit où on habite et parce que de l'endroit où on se trouve dans l'échelle sociale, et bien, on aura plus ou moins de vie, d'années de vie en plus et plus ou moins en bonne santé. Et on se rend compte que si on a réussi à améliorer considérablement l'état de santé des populations là en plusieurs générations, cette amélioration, ce gain n'a pas été équivalent pour tout le monde, et on se retrouve avec des grosses disparités dans l'espérance de vie des personnes, avec des décalages qui peuvent aller de 7 à 10 ans entre un cadre et un ouvrier, par exemple, mais voire même beaucoup plus, jusqu'à 30 ans, avec des personnes qui vivent à la rue, puisque l'espérance de vie à la rue, c'est 57 ans. 49, pas 57, 49 ans, excusez-moi, je me mélange les pinceaux, 49 ans. Ça, c'était le résultat d'une étude de l'association Les Morts de la Rue entre 2012 et 2016. Donc, l'agence, tout en continuant à piloter des politiques de santé universelles dans le cadre des lois de la République, elle doit aussi concentrer son action en direction de certains quartiers et de certaines populations défavorisées. C'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. Et en plus, et c'est là où j'en viens sur ce travail partenarial, c'est qu'elle doit aussi agir sur les déterminants de la santé. Ces fameux déterminants qui conditionnent un état de santé. Il n'y a pas que le soin, il n'y a pas que le système de santé. Et
sais pas si, pour prendre un exemple très concret, en matière d'infarctus du myocarde, ce n'est pas en mettant en place des SAMU et des unités de réanimation qu'on va diminuer le nombre d'infarctus du myocarde. On va diminuer le nombre de mortalités par infarctus du myocarde, mais si on veut diminuer le nombre d'infarctus, c'est en agissant sur l'accès à une alimentation équilibrée, c'est en agissant sur un sport régulier, c'est en agissant sur le stress au travail, sur des mesures permettant de diminuer les addictions au tabac, enfin, etc., etc. Donc on voit bien l'importance. Et donc l'agence, pour pouvoir agir sur ces déterminants de santé, elle ne peut pas faire autrement que de mener des actions en concertation intersectorielle et par exemple à travers des outils, des approches comme les contrats locaux de santé, ce qui permet de coordonner des politiques à l'échelle locale entre une ville, l'État et l'agence. Elle met en place des études d'impact en santé. Ça veut dire qu'elle va regarder les effets que peuvent produire des décisions politiques, notamment un exemple du réaménagement urbain. On va recomposer complètement la desserte des transports en commun. Est-ce que ça va avoir, oui ou non, une conséquence sur l'état de santé des populations qui risquent de se retrouver peut-être reléguées, enclavées dans leur quartier, peut-être en difficulté d'accès à des offreurs de soins, etc. etc. Et troisièmement, c'est tout un travail de plaidoyer. Plaidoyer, ça veut dire identifier des effets objectivables d'une situation donnée, et sensibiliser, mobiliser, faire remonter ces données objectivées pour pouvoir guider et construire la décision politique. Pensez-vous que vous devriez, enfin vous, les agences régionales de santé, vous adjoindre d'autres compétences pour mener ces actions? Alors, ce qui est sûr, c'est que, et notamment les agences régionales de santé ont été créées il y a quelques années, en 2010, par la réunion d'un certain nombre d'opérateurs qui intervenaient avant, qui animaient chacun un des volets de la politique régionale de santé. Vous vous souvenez des anciennes DAS, les DRAS, les caisses régionales d'assurance maladie, le groupement régional de santé publique, les agences régionales d'hospitalisation. Voilà, tout ça, ça a été regroupés dans une seule structure qu'on appelle l'Agence régionale de santé et qui du coup a acquis des compétences bien plus importantes par rapport à ce qui existait avant, puisque maintenant les agences, elles ont la vision à la fois de ce qui se passe dans la prévention, promotion de la santé, dans les soins ambulatoires, dans les soins hospitaliers et dans le médico-social. Donc elles peuvent mettre beaucoup plus de cohérence dans la construction des parcours de santé. En revanche, elles n'ont pas de compétences dans un grand nombre de domaines, et notamment pour tout ce qui touche les publics les plus précaires, comme tout ce qui est la couverture maladie qui relève des caisses primaires d'assurance maladie, tout ce qui est les PMI, l'action sociale, la MDPH, tout ça, ça relève des collectivités territoriales. La santé scolaire, ça relève de l'éducation nationale. Tout ce qui est l'hébergement d'urgence et d'insertion que les DAS avaient avant, l'hébergement d'urgence, les maraudes, aujourd'hui ça relève des DRIL et des RJSCS, etc., etc. Donc la question, aujourd'hui on s'en sort par un véritable travail partenarial et qui d'ailleurs a été facilité au début, notamment sur les hébergements d'urgence et les maraudes, parce que c'était les mêmes équipes, les anciennes DAS, qui se retrouvaient scindées en deux, les unes étant à l'ARS, les autres dans les unités territoriales de la DRIL, et qui du coup continuaient à travailler ensemble. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est tout un travail partenarial qu'il faut qu'on fasse, et peut-être que le législateur un jour décidera de reconsidérer la répartition des compétences. Est-ce qu'effectivement il faut que les ARS récupèrent la santé scolaire? Je n'en sais rien du tout. Est-ce qu'il faut que les collectivités territoriales récupèrent la MDPH et le médico-social, enfin, etc., etc. Oui. Je ne sais plus lequel est le bon. Non, mais peut-être juste un mot, je ne sais plus quel est c'est celui-ci, pardon. Peut-être juste un mot là-dessus, justement. Est-ce que les ARS pourraient, par exemple, récupérer la santé scolaire? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ce serait efficace? Je sens que vous voulez une annonce. Vous me prêtez des intentions, je vous assure qu'ils ne sont pas les miennes. Non, mais ça fait partie en tout cas des réflexions qu'on a le droit d'avoir. C'est sûr que... en même temps, je me méfie toujours des mécanos institutionnels parce que ça, on y passe une énergie folle et puis à la fin, on a des résultats plus ou moins satisfaisants. Donc, ce qui est très important, c'est le sens et l'objectif. Donc là, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur la visite médicale ou tout ce que vous venez de dire, et puis après, on regarde comment on s'organise pour cela, mais ça peut passer par le fait de donner, par exemple, les médecins scolaires à l'administration de santé, pourquoi pas. Mais vous pouvez imaginer toutes sortes de choses, parce que, par exemple,
Enfin, il faut avoir là aussi une vision systémique. Par exemple, Bien sûr. les départements ont aujourd'hui un rôle extrêmement important sur le plan social. En même temps, parfois, ils s'en plaignent parce que ça devient trop pesant. En même temps, il y a une discussion sur ce que doivent être les départements dans le futur. Par exemple, les grandes agglomérations peuvent aussi avoir un rôle social. Donc on doit être d'un immense pragmatisme sur ces questions et avoir un raisonnement, pour le coup, très territorial, en effet, en se disant, voilà quels sont nos objectifs. Par exemple, tous les enfants ont visite médicale avant 6 ans, tout le monde a des lunettes quand il en a besoin, les dents sont remboursées à 100%, enfin, tous des objectifs de ce genre. Et puis, on regarde le schéma institutionnel qui fonctionne. Peut-être même d'ailleurs que ce n'est pas inimaginable d'avoir les médecins scolaires avec l'ARS dans tel endroit et pas dans tel autre pour telle ou telle raison. Si vous prenez l'outre-mer, par exemple, vous avez des problématiques tellement énormes en la matière que ça pourrait se justifier, par exemple, de penser de cette façon en outre-mer et pas autrement. Donc, je ne commence pas le raisonnement par l'aspect organisation institutionnelle parce que c'est énergivore et parfois contre-productif. Benoît Apparu, quand je posais à Madame Isabelle Chapin-Gibert la question de savoir si les ARS devraient s'adjoindre les compétences d'autres, vous disiez, oui, mais c'était le cas avant. On a un peu l'impression souvent que c'est vrai qu'on on détricote, on retricote, etc. Plus largement, on le sait, aujourd'hui, il y a un cloisonnement quand même politique et social qui fait que beaucoup de Français en situation déjà de vulnérabilité sont encore un peu plus marginalisés. Est-ce que vous pensez, alors ça c'est toujours le mot voilà, qui va, qui revient, qu'il faudrait un guichet unique pour les personnes vulnérables? Peut-être deux, trois remarques préalables par rapport à ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Premier élément était évoqué dans votre introduction, l'idée d'avoir un grand ministère qui récupérait tous ces pôles-là. Si déjà on arrivait à figer les périmètres ministériels dans le temps, ce serait une bonne chose. Madame parlait de l'hébergement. En fonction des gouvernements, voire même dans le même quinquennat, l'hébergement passe d'un ministère à un autre. Et vous avez une multitude de politiques publiques qui ne sont pas avec une vision long terme, tout simplement parce que vous passez d'une tutelle ministérielle à une autre tutelle ministérielle. Si déjà on arrivait, dans le cloisonnement existant, à figer les périmètres de façon durable, il y a un truc très simple à faire. Juste un décret pour fixer les périmètres ministériels. Même pas besoin de loi. Parce qu'à partir du moment où un remaniement se fait en 72 heures, vous n'avez pas le temps de changer le décret. Donc ça figerait les choses de façon durable. Donc déjà de la durabilité pour pouvoir construire enfin des visions de long terme. Deuxième élément, on l'a évoqué à l'instant, la question de l'approche globale. La question de l'approche globale, elle est sûrement territoriale. La nationale, elle a une vocation, me semble-t-il, beaucoup plus stratégique à définir des objectifs et des outils de pilotage de ces objectifs-là. Ensuite, il faut effectivement confier l'exécution, la mise en œuvre au territoire. Là, c'est objectivement une difficulté. Je vais changer de casquette et prendre une casquette de maire, que je suis encore, d'une ville de 50 000 habitants. Lorsque nous avons essayé, il y a quelques années, de monter ce qui s'est appelé le projet éducatif global, essayer de faire comprendre à la caisse d'allocation familiale, à la mairie, à l'éducation nationale, aux autres départements ministériels de l'État, que si on pouvait se mettre d'accord pour identifier sur un territoire les 58, les 72, je ne sais quel chiffre, gamins en vraie difficulté, pour qu'on puisse avoir une approche au nom de ce gamin-là, et non pas d'autre chose, pour qu'on puisse les uns et les autres se dire comment, de 7h du matin à 6h59 le lendemain matin, on pouvait, en fonction de nos outils différents, le prendre en charge à 100% de son temps. Si déjà on arrivait à faire ça, mais on ferait probablement des miracles. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des modes d'identification des enfants qui sont différents, qui ne sont pas partageables au nom des données personnelles. L'éducation nationale ne veut pas dire à la CAF, qui ne veut pas dire à la mairie, qui ne veut pas dire à je ne sais qui, quels sont les gamins qui ont été identifiés en difficulté. Donc déjà, le premier élément, c'est de pouvoir partager cette identification. Et le deuxième élément, c'est de pouvoir effectivement avoir une réponse globale, même si chacun a, dans les objectifs qui sont assignés à la CAF ou à la mairie, des moyens différents d'action. Mais si on pouvait les coordonner, guichet unique ou pas, c'est un autre sujet, mais si on pouvait les coordonner pour effectivement avoir bien une approche globale de la situation d'un enfant, on aurait déjà probablement dépassé un certain nombre des difficultés qui sont aujourd'hui celles que nous connaissons. Et donc le sujet principal, me semble-t-il, c'est d'avoir une meilleure répartition des rôles entre un pilotage national, une définition des objectifs
nationaux, mais bien une capacité à mettre en œuvre en décloisonnant administrativement parlant les choses. On n'a pas besoin de fusionner les budgets. On n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça, ce qui serait la logique du guichet unique. Mais si déjà on pouvait avoir un objectif identifié, fixé par les ministères, et que nous, en tant que collectivité locale ou l'État local, peu importe le pilote en la matière, on puisse effectivement décloisonner l'ensemble de la prise en charge des gamins sur ce sujet-là, ce serait déjà une réussite formidable. En quoi le logement est-il un élément fondamental pour lutter contre les vulnérabilités? Parce que c'est probablement dans le temps de l'enfant ou dans le temps des parents le lieu où la présence physique des uns et des autres est la plus importante. Et c'est avec probablement les éléments de santé, l'éducation, c'est pour ça que la réunion des trois, la santé, l'éducation et le logement que vous avez fait aujourd'hui est particulièrement pertinente. C'est effectivement un des trois facteurs d'intégration les plus importants. Deuxième point peut-être sur la question du logement, sur la question de l'hébergement. Dans les grandes difficultés que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est qu'on a, vous le savez, une multitude de cas administratifs très différents. Quand nous sommes rentrés dans la salle, il y avait une photo, et sur cette photo, c'était des migrants. La situation que nous connaissons aujourd'hui en France, en Europe, des migrants, ne peut pas être traitée de la même façon, avec le même type d'approche que d'autres situations que nous avons, parce que les problématiques n'ont strictement rien à voir. Or, aujourd'hui, là encore, on a des modèles juridico-administratifs qui mélangent l'ensemble, non pas des populations, ça ne serait pas un problème, mais qui mélangent l'approche qu'on peut avoir de ces sujets-là. Néanmoins, il y a un point commun, c'est que les réfugiés souffrent aussi Évidemment. du cloisonnement Évidemment. des prises en charge. Plus encore eux, parce qu'ils sont encore plus éloignés, notamment au niveau de la langue, que les autres. Deuxième point, on devrait, sur le plan du logement, avoir aussi des approches purement urbaines. Madame l'évoquait tout à l'heure. Dans les années 60-70, vous vous en souvenez peut-être, on a créé ces grands ensembles immobiliers qu'on appelle aujourd'hui des banlieues. On a souvent relevé dans ces grands ensembles immobiliers dits de banlieues le problème de l'absence de mixité de population. Le vrai problème de ces grands quartiers-là, ce n'est pas l'absence de mixité des populations, c'est l'absence de mixité des usages d'un quartier. Un cœur de ville, une périphérie de ville, il faut qu'il y ait une mixité des usages. Autrement dit, que j'y puisse y travailler, m'amuser, m'éduquer, y dormir, l'ensemble de ce qui fait la vie des uns et des autres. Or, aujourd'hui, on a, dans les années 60-70, segmenté par usage, par typologie des quartiers. On a des quartiers d'habitat, on a des quartiers commerciaux, on a des quartiers de travail, des quartiers d'amusement, mais on n'a plus cette mixité des usages. Et c'est ça qu'il faut retrouver, parce que c'est par la mixité des usages dans le quartier qu'on arrivera à faire des choses. Prenons un exemple très concret, au regard de l'idée générale du guichet unique que vous avez évoqué à l'instant. Quand vous avez un quartier en difficulté, où vous n'avez pas de médecin, où vous n'avez pas d'école, elle est souvent le plus présente d'ailleurs dans tous les quartiers, où vous n'avez pas de structure sociale, où vous n'avez pas de structure de service public, où vous n'avez pas de structure de travail, si vous n'avez pas l'ensemble de ces fonctions urbaines dans un quartier, mais pour trouver les partenariats entre les uns et les autres, si déjà vous êtes obligé de faire ça à la préfecture, avec des gens qui n'ont pas mis les pieds dans les quartiers en question, vous allez avoir énormément de mal à résoudre le problème du guichet unique. Et donc il faut vraiment aller au plus proche du terrain, et ça, c'est vraiment la mixité des usages et des fonctions d'un quartier qui est essentiel. Benoît Paru, vous avez mis en place le DALO, le droit opposable au logement. Quel bilan en tirez-vous aujourd'hui? Question suivante. Le DALO, c'est un coupe-fil pour accéder plus rapidement au logement social. Quand vous avez des files d'attente de 8 ans en Ile-de-France pour accéder à un logement social, le DALO n'est qu'un coupe-fil. Voilà, c'est un accélérateur de dossier. Ce DALO ne pose aucun problème sur 95% du territoire. Il ne pose des problèmes qu'en Ile-de-France et un tout petit peu en Méditerranée. Pourquoi? Tout simplement parce que tant que vous aurez une inadéquation entre l'offre et la demande de logement, vous ne répondrez jamais à votre problème. Et donc, le DALO n'est pas inintéressant comme coupe-fil. Simplement, il se rajoute à d'autres coupe-fils déjà existants. Première difficulté. Deuxième difficulté qui avait été pointée de façon très très forte au moment du DALO par celui qui était à l'époque maire d'Évry, devenu entre-temps Premier ministre,
Manuel Valls, c'est que le DALO, là encore avec la question des ensembles immobiliers des années 60-70, fait que à partir du moment où vous mettez un gros coup d'accélérateur pour effectivement loger les plus fragiles en DALO, ben vous les mettez là où vous avez du logement social disponible. Donc dans les fameux quartiers en difficulté, et donc vous rajoutez un phénomène dans ces quartiers-là, d'avoir une concentration très forte de DALO sans mixité. Et donc, pour régler un problème immédiat, vous créez à coup sûr un problème dans 5 ou dans 10 ans. Et donc, là encore, le DALO est une idée intellectuellement très satisfaisante. Je ne suis pas convaincu que dans la façon dont il a été créé, je rappelle que le DALO a été créé pour sortir d'une crise, celle des Don Quichotte sur le canal Saint-Martin. Quand on crée quelque chose juste en sortie de crise, en général, 10 ans après, vous avez les problèmes parce qu'on a oublié les raisons pour lesquelles on l'a créé. Je voulais partager avec vous une étude de l'OCDE qui est parue vendredi dernier, certains d'entre vous l'ont peut-être vue, qui montre qu'il faut 180 ans en France pour qu'un descendant de famille pauvre atteigne le revenu moyen. L'étude constate que, je cite, l'ascenseur social est en panne dans de très nombreux pays industrialisés, autres que la France. Alain Ehrenberg, comment définir là les vulnérabilités et comment différencier ces vulnérabilités de la précarité? Et finalement, qui sont les nouveaux vulnérables aujourd'hui? Enfin, la vulnérabilité, je crois que ça ne marche pas, si vous m'entendez? Oui. La vulnérabilité, ça a été rappelé, c'est bien sûr un phénomène multidimensionnel. Et évidemment, la segmentation des politiques publiques est une des grosses difficultés, c'est-à-dire que aujourd'hui, de plus en plus d'objets de l'action publique sont des objets transversaux. L'état de la société industrielle, le rapport État à la société industrielle, ce sont des politiques en silo. Là, nous passons à un autre type de société et c'est une des difficultés objectives. C'est difficile, mais les choses se passent. Alors moi, j'aurais voulu juste faire une petite remarque sur la question de la protection sociale, parce que le sondage qui a été fait indique que 96% des Français estiment... De l'Institut CSA. Pour 96% des Français, c'est important ou absolument prioritaire, et c'est à la charge du gouvernement. Je rappelle aussi que cette réunion se passe une semaine après le discours d'Emmanuel Macron à la Mutualité, qu'il y a par ailleurs un rapport du Haut Conseil à la famille, l'enfance et aux âges sur la pauvreté des enfants. On sait qu'on ne peut plus lutter contre la pauvreté et les inégalités comme avant. Je crois que le grand changement de la protection sociale, et ça... Parce que vous m'avez parlé de prendre de la hauteur. Non, je prends pas, le sociologue ne doit pas prendre de la hauteur. Son boulot, c'est plutôt de clarifier des confusions. Et là, justement, il y a une confusion parce que nous sommes en train de passer, justement, dans la douleur et la confusion, d'une société où on protégeait les gens par la forme sociale du statut, de toutes sortes, peu importe, à une société où on les protège, on doit les protéger de plus en plus par des formes sociales qui rendent l'individu capable de se protéger par lui-même. Or, capacité, responsabilité, n'est-ce pas, vous entendez la presse, etc., la Startup Nation, tout le monde n'est pas éduqué, etc., etc. Ça veut dire qu'autour de capacité, responsabilité, autonomie, il y a une division de la société française. Il y a une division de la société française que j'aime bien exprimer par deux formules que nous utilisons beaucoup en France, à savoir que le mot libéralisme est rarement employé sans mettre devant le préfixe ultra, c'est toujours de l'ultralibéralisme, et l'individualisme est en général suivi de l'adjectif forcené, individualisme forcené. Voilà. Alors, là, il y a quelque chose d'une vérité sociale des Français, mais qui est tout à fait, je pense, capable d'évoluer. C'est-à-dire, je crois qu'on est dans une confusion entre une responsabilité qui serait abandon, où les gens sont effectivement abandonnés à eux-mêmes, et une responsabilité qui serait plutôt participation, c'est-à-dire une responsabilité dont le concept central est l'accompagnement. L'accompagnement. Parce que si vous faites des politiques d'activation sans accompagnement, effectivement, on se retrouve dans une responsabilité abandon. Une partie des politiques sociales britanniques, par exemple, sont allées dans ce sens. Donc l'activation doit aller avec des formes d'accompagnement multiples dont nous débattons, que vous exposez dans vos ateliers. Bon,
voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Et donc, c'est très difficile parce que il faut avoir beaucoup de pédagogie pour dénouer justement ces deux concepts de responsabilité ou d'autonomie qui s'entremêlent pour faire passer qu'aujourd'hui, on protège les gens, on lutte contre les inégalités et la pauvreté par des formes d'accompagnement qui les rendent capables. J'ai envie de dire, ce qu'il nous faut, c'est un social de compétition. Bon, évidemment, vous avez l'air d'un hurluberlu quand vous dites ça en France, surtout dans mon milieu, c'est-à-dire mes collègues sociologues. Mais alors, qu'est-ce qu'une approche, pour le sociologue que vous êtes, une approche globale de la personne ? Alors, oui, une approche globale. Enfin, les problèmes essentiels. Moi, j'ai une petite expérience dans les questions de psychiatrie et santé mentale. Donc, là, beaucoup de choses ont avancé. Je veux dire, le système de psychiatrie et de santé mentale a beaucoup bougé en France. Disons, là, la difficulté, c'est justement de passer de prise en charge des individus ou des personnes atteintes en fonction d'un statut, c'est-à-dire sanitaire, médico-social, social, de passer, et ça a commencé, hein, mais c'est pas, évidemment c'est très long, de passer à un accompagnement en fonction du parcours du patient, indépendamment du statut sanitaire, etc., etc. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, tout a été bouleversé en santé mentale. Par exemple, c'est pas seulement dans le sanitaire qu'on soigne, on soigne dans le plus social. Pensez à des programmes comme Un chez soi d'abord, pensez aux équipes précarité et psychiatrie qui interviennent dans les logements, les bailleurs sociaux, il y a des conventions un peu partout. Alors, justement, pardon, je vous interromps, oui, j'aimerais que vous précisiez un tout petit peu ce que vous entendez par les questions de santé mentale, parce que je pense que quand on a préparé ce rendez-vous, moi-même, je n'étais pas certaine de ce que vous vouliez dire, voilà, et de cette approche transversale, justement. Okay. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelait traditionnellement les questions psychiatriques, les maladies psychiatriques, qui étaient, disons, un enjeu médical pour la société, sont devenues aujourd'hui des questions transversales à l'école. Pensez à la phobie scolaire ou l'hyperactivité de l'enfant, aux questions de violence scolaire. Pensez au monde du travail, la souffrance au travail, le burn-out, le stress, questions dont on ne parlait pas avant justement cette nouvelle société du travail flexible, etc., etc. Et l'aspect de la santé mentale qui compte, c'est au fond qu'on s'aperçoit que ce n'est pas simplement des symptômes sanitaires, mais c'est des indices que la socialité de l'individu est en jeu. Par exemple, la phobie scolaire entraîne des troubles de l'attention qui vous empêchent d'apprendre, etc., etc. C'est pour ça que ces questions-là, aujourd'hui, ne sont plus simplement des questions spécialisées de psychiatrie, mais ce sont des questions générales auxquelles participent de très nombreux acteurs. Et notamment en ce qui concerne l'école, l'axe éducation-santé est un axe qui est en train de se développer. Pensez simplement, il y a eu un décret qui unifie le corps des psychologues scolaires en 2017, qui était auparavant séparé entre les conseillers d'orientation et les psychologues proprement dit. Et notamment, la mission, c'est au fond, en fonction d'une problématique souffrance, bien-être, de ne plus penser en termes d'inadaptation, de déficit, etc., mais plutôt de penser en termes d'atouts. Comment pouvons-nous trouver des atouts chez cet enfant pour lui permettre d'avancer? Donc, ce n'est plus une question simplement psychiatrique, ce sont des éléments qui sont liés à la socialité, et d'autant plus que les manières de travailler aujourd'hui, on n'est plus dans le taylorisme et le fordisme où on exécute des cadences, etc. Il faut être proactif, il faut négocier, etc. Ça veut dire que dans les manières de vivre, de travailler, d'agir en société, les dimensions émotionnelles qui étaient marginales auparavant sont absolument partout. Et vous avez d'ailleurs de nouveaux concepts qui nous parle de ça, c'est ce qu'on appelle la santé mentale positive ou les compétences psychosociales, de savoir-être émotionnel, etc., qui sont des éléments tout à fait centraux pour la socialisation future des enfants. Et alors, comment vous voyez, par rapport à tout ce qui a été dit, j'ai bien compris de ce point de vue-là l'approche plus globale, mais sur l'aspect plus politique, plus institutionnel, comment faire interagir la fameuse co-construction dont on parle depuis ce matin, très spécifiquement. Je voulais dire sur quelle institution, sur l'école ou le travail mais l'approche sociologique que vous avez...
Pardon. Enfin, l'approche sensorielle, il Oui. n'a pas de, comment dire, de solution concrète. J'ai pas, contrairement à mes collègues ici qui sont dans des mesures, moi je réfléchis plutôt à l'esprit de l'action, et il me semble que Mais ce elle doit qui être est collective, justement. pardon. Elle doit être collective, votre vision Voilà, de l'esprit de c'est-à-dire l'action. le collectif aujourd'hui a changé. C'est ça qui est difficile de comprendre, c'est-à-dire que on oppose l'individu et le collectif, mais souvent pour le collectif, c'est l'idée du plusieurs. Mais le collectif, c'est pas le plusieurs, c'est le commun. C'est-à-dire que même quand vous êtes seul dans un coin, vous avez l'ensemble des idées communes de la société avec lesquelles vous travaillez, réfléchissez, etc., etc. Donc, je pense que la dynamique, enfin, moi je suis particulièrement préoccupé par les questions scolaires. Je suis à fort soutien de l'action de notre ministre, c'est-à-dire que les priorités de petits enfants, c'est-à-dire au fond, la protection sociale, elle se pense en termes de parcours, et donc elle commence dans le ventre de la mère, en quelque sorte. Donc, les questions de PMI, les questions de prise en charge de la petite enfance, crèche, école maternelle, etc. Bon, il y a beaucoup de... C'est en train d'évoluer. La France était en avance en matière de maternelle. Elle est rejointe par l'Europe. Il y a une note de France Stratégie, d'ailleurs, qui est tout à fait intéressante sur la nécessité de repenser un peu le début de la vie scolaire, et notamment les maternelles qui sont juste un peu trop cognitives en France, c'est-à-dire comme des pré primaires, alors que justement ce qu'il faudrait développer, c'est plutôt tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle les compétences émotionnelles, etc. Parce qu'aujourd'hui, travailler, c'est partager, c'est négocier, etc. Bon, c'est ce qui est en train de s'amorcer à l'éducation nationale. Bon, ça a commencé quand même un peu avant, mais je pense que là, on prend un tour qui est beaucoup plus radical, franc, et donc, bon, voilà. Si vous avez encore quelques minutes, Monsieur le Ministre.